C'est intéressant quand même. Depuis plus de 30 ans, on voit émerger une classe politique qui, dans l'ensemble, a adopté cette idée que les relations avec la Russie doivent être envisagées comme une relation entre un professeur et un élève. Autrement dit, qu'il faut les socialiser ou les transformer. Je pense que dans ce climat, la vision constructiviste des relations internationales a vraiment pris le dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai remarqué que, si on fait remarquer que les Russes ont toujours perçu l'élargissement de l'OTAN après la guerre froide comme une menace majeure, parce que cela redivisait le continent, eh bien on peut citer une multitude de preuves, mais ça n'intéresse personne. L'hypothèse implicite, c'est toujours que si on reconnaît que c'est une menace pour la Russie, alors on légitime la position russe. Et à partir de là, on est considéré comme pro-russe. Donc forcément, ce point de vue est écarté. C'est très étrange, je me dis parfois... Cela remet aussi en cause, si l'on peut dire, la raison d'être de l'Europe après la guerre froide. Qu'est-ce que l'Europe est devenue? Elle n'est pas devenue un acteur géopolitique. Elle ne peut pas l'être parce qu'elle s'est tellement élargie qu'elle en est devenue paralysée. Les différents membres de l'Union européenne ont des intérêts très différents, surtout quand il s'agit de la Russie. Du coup, il leur est très difficile d'agir comme un acteur géopolitique cohérent. Ce que l'Europe est devenue, c'est une superpuissance réglementaire, déterminée à diffuser ses valeurs, à les transmettre. Cette idée selon laquelle l'Europe devrait servir à libéraliser les pays en dehors de son espace et à élargir la communauté occidentale est devenue un objectif central de l'Union européenne. Alors si la Russie arrive et dit non, ce que vous faites menace en réalité nos intérêts vitaux et nous sommes prêts à faire la guerre pour empêcher que ça continue, là, l'Europe se retrouve face à une question existentielle. Quel est notre but? Qu'est-ce qu'on représente? Quel est notre rôle dans le monde? Et la réponse qu'elle pensait avoir trouvée après la fin de la guerre froide ne tient plus. Alors, que faire dans ces conditions? C'est bien le dilemme auquel les Européens sont confrontés aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que cette guerre se termine trop vite. Une fin négociée du conflit en Ukraine les obligerait à affronter cette question. Elle les forcerait à reconnaître que la vision qu'ils portent depuis plus de 30 ans est à bout de souffle. Oui, c'est un bon point. Mais c'est aussi difficile pour les Européens, je pense, de s'adapter. Parce que, encore une fois, si on reconnaît que le monde est multipolaire, on peut en conclure qu'il n'est plus dans l'intérêt des États-Unis de consacrer autant de ressources à l'Europe. Ça détourne des moyens de régions plus importantes et ça pousse la Russie vers la Chine. Mais vous savez, ici, j'ai même vu un article dans le journal qui disait « On ne devrait pas dire que le monde est multipolaire ». Encore une fois, ce sont les constructivistes sociaux. Parce que si on dit qu'il est multipolaire, on reconnaît que la Russie est une puissance à part entière. Et donc, on donnerait une forme de légitimité à Poutine. On ne peut pas accorder de légitimité. Donc, en gros, on se retrouve obligé de faire comme s'il n'y avait pas de multipolarité, parce que c'est ce qu'il faut faire. Alors, si on dit que ce n'est pas multipolaire, on agit en conséquence, et du coup, ça ne l'est pas. C'est très difficile d'évoluer dans un environnement intellectuel pareil. Mais selon vous, quelles sont les principales incompréhensions, non seulement en Europe, mais aussi dans l'ensemble de l'Occident, sur la façon dont a interprété les événements en Ukraine après 2014, c'est-à-dire après la chute de Yanukovych? Eh bien, je pense que la vision que la Russie a des événements en Ukraine ne s'est pas formée du jour au lendemain. Ce n'est pas un seul événement qui a tout déclenché.
À mon avis, cette vision remonte en fait au tout début de l'élargissement de l'OTAN, quand nous faisions entrer la République tchèque, la Pologne et la Hongrie dans l'Alliance. À l'époque, nous disions aux Russes, pas d'inquiétude à avoir. L'OTAN est une alliance défensive, donc elle ne vous menace pas. Et puis tous ces pays, une fois membres de l'OTAN, se sentiront plus en sécurité, plus confiants, et ils pourront traiter avec la Russie avec assurance, avec beaucoup moins d'hostilité, parce qu'ils n'auront plus peur. Ils ne se sentiront plus menacés par la Russie. Vous aurez de meilleures relations avec eux. Et je pense que les Russes ont regardé tout ça et se sont dit, d'accord, voyons ce qui s'est passé quelques semaines après que la Hongrie, la République tchèque et la Pologne ont rejoint l'Alliance. Ce qui s'est passé, c'est la guerre du Kosovo, dans laquelle l'OTAN a été directement impliquée. L'OTAN a choisi d'intervenir en Serbie contre les Serbes. Pourquoi? Pas parce que les Serbes avaient attaqué l'OTAN. Ce n'était pas le cas. Et la Serbie se trouvait en dehors du champ d'action de l'OTAN. L'Alliance est sortie de ses frontières pour agir contre un autre pays qui ne l'avait pas attaqué, à cause de ce qui se passait à l'intérieur même de la Serbie. Un mouvement séparatiste musulman minoritaire avait été pris pour cible par le gouvernement central, et l'OTAN a déclaré « Cela ne passera pas ». Mais il n'y a pas eu d'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU pour ça, et le pays n'avait pas été attaqué. Donc selon le droit international, c'était un acte illégal. À l'époque, les Russes sont venus nous voir et ont dit « D'accord, vous nous avez dit que l'OTAN était défensive. Vous nous avez dit qu'on n'avait pas à craindre une attaque de l'OTAN contre la Russie. Quelle garantie avons-nous que l'OTAN ne ferait pas quelque chose de ce genre à l'intérieur même de la Russie? Par exemple, en représailles à ce que Moscou faisait en Tchétchénie, un conflit séparatiste à dominante musulmane. Et la réponse qu'on leur a donnée à ce moment-là, c'était « Mais bien sûr que non, on ne ferait jamais ça en Russie. La Russie a l'arme nucléaire. » Et là, ironiquement, les Russes ont répondu « Ah, voilà. » Ce n'est pas l'OTAN qui garantit notre sécurité, ni la nature même de l'OTAN. L'OTAN pourrait, en réalité, faire ce genre de choses. Mais ce qui protège vraiment notre sécurité, c'est notre propre capacité à riposter et à dissuader sur le plan militaire. En tirant cette leçon du Kosovo, les Russes ont ensuite observé ce que l'OTAN a fait en 2008 lors du sommet de Bucarest, quand l'Alliance a annoncé que l'Ukraine et la Géorgie rejoindraient un jour l'OTAN. À ce moment-là, d'ailleurs, l'opinion publique en Ukraine n'était pas favorable à une adhésion. La majorité des Ukrainiens, en 2008, ne souhaitaient pas rejoindre l'Alliance Atlantique. Évidemment, depuis, les choses ont beaucoup changé. Mais à l'époque où on disait que l'Ukraine allait rejoindre l'Alliance, les États-Unis poussaient vraiment fort pour que l'Ukraine et la Géorgie y entrent. Et les Russes ont regardé ça et se sont dit « Attendez une minute, là on touche au cœur des zones géopolitiquement sensibles de la Russie. La Russie a été envahie plusieurs fois depuis l'Ouest, en passant par où? Par le territoire ukrainien. Il y a une histoire douloureuse derrière tout ça. Et il y a énormément de liens entre les familles ukrainiennes et russes, des liens culturels, religieux, linguistiques, beaucoup d'échanges commerciaux, des économies très imbriquées. C'est un sujet extrêmement sensible et les Russes y ont réagi très vivement. Alors certains disent « Bon, les Russes exagèrent, ils sont paranoïaques. Il n'y avait aucune chance que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de sitôt. Ils n'avaient donc aucune raison d'envahir, c'est juste un prétexte. » Ma réponse à ça, c'est que, certes, il ne fait aucun doute que l'Ukraine n'était pas sur le point d'adhérer formellement à l'Alliance. Mais l'Ukraine était en train d'être, disons, otanisée. Les liens entre les armées de l'OTAN et l'Ukraine en matière d'entraînement, d'équipement, de normalisation, de procédures opérationnelles, de coopération en renseignement,
Tout cela se renforçait de plus en plus. Et je pense que les Russes, avec une certaine justification, ont regardé ce processus et se sont dit, si ces tendances continuent, dans 5 ou 10 ans, l'Ukraine sera tellement intégrée à l'OTAN que la Russie n'aura plus d'option militaire pour empêcher son entrée formelle dans l'Alliance, à moins d'accepter une guerre, non seulement contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN elle-même. Ils ont donc vu une fenêtre d'opportunité se refermer, ce qui signifiait qu'ils devaient soit accepter que l'Ukraine finisse par faire partie de l'Alliance, soit se préparer à une guerre avec l'OTAN. Et Poutine ne voulait pas avoir à faire ce choix. Il a donc agi de manière préventive et illégale. Mais ce n'est certainement pas vrai de dire qu'il n'y avait aucune autre raison à cela que les ambitions impérialistes de Poutine. Je pense que la situation est bien plus complexe que ça. Oui. Eh bien, j'ai vu une interview que vous aviez donnée en décembre 2021. Vous faisiez partie de ceux qui disaient déjà à l'époque que, à mesure que l'OTAN s'enracinait de plus en plus en Ukraine, les Russes en venaient à la conclusion que c'était, en gros, maintenant ou jamais pour agir militairement. Et vous savez, ça aurait dû être, disons, 2 bons mois avant l'invasion russe. Un avertissement solide, fondé sur des éléments concrets. Mais je dois vous dire que, en Europe, parmi, disons, les gens d'approche constructiviste, ceux qui voient le monde comme un projet de transformation, ce genre d'avertissement aurait été perçu comme sapant l'idée même de ce qu'est l'OTAN. Autrement dit, on ne parle pas de menace, parce que si on le fait, on légitime l'idée qu'il y a une menace. Donc, tous ces avertissements ont été, je pense, un peu mis de côté. Oui. Eh bien, je pense que l'OTAN, et plus largement l'Europe, considérait la politique de la porte ouverte comme essentielle. Ce n'était pas juste une question technique. Ce n'était pas simplement une clause du traité de Washington qui permettait à l'Alliance d'accueillir de nouveaux membres. C'était perçu comme vital pour la survie même de l'OTAN. Et dans les années 90, quand ce sujet a commencé à être débattu, on utilisait souvent cette analogie. Si l'OTAN ne s'élargit pas, elle mourra. Un peu comme un requin. S'il n'avance pas, il ne peut plus faire passer l'air dans ses ouïes et il finit par mourir. Je pense que cette conviction selon laquelle l'OTAN devait continuer à s'élargir est devenue centrale pour comprendre sa raison d'être et sa survie. Et bien sûr, si l'OTAN ne survit pas, qu'est-ce qui maintient les États-Unis en Europe? Tout l'ordre mondial repose là-dessus. Mais évidemment, c'est une recette problématique pour la stabilité. L'idée que cette stabilité dépend du plus grand bloc militaire du monde, construit contre la Russie, et qui s'approche petit à petit de ses frontières, tout en espérant que Moscou l'accepte, c'est une hypothèse très fragile. Quoi qu'il en soit, depuis 2022, quand les Russes ont envahi, on a vu cette escalade se poursuivre sans arrêt. Pour moi, un des points culminants, c'était l'an dernier. Non seulement les attaques contre les systèmes d'alerte précoce d'une frappe nucléaire sur la Russie, mais aussi contre ses capacités de riposte nucléaire, c'est-à-dire ses bombardiers. Et depuis, on entend, du moins dans la rhétorique venue de Moscou, que le Kremlin se sent de plus en plus poussé à riposter à mesure qu'il voit l'OTAN gravir les échelons de cette escalade. Alors bien sûr, il y a les missiles longue portée, les drones, mais aussi les attaques qui viennent du territoire de l'OTAN. Mais la vraie question c'est, que se passe-t-il maintenant si on part du principe que la Russie n'oserait pas attaquer? Mais tout cela arrive au moment où les États-Unis semblent réduire leur présence militaire en Europe. Et ça soulève une question. Est-ce que les États-Unis seraient vraiment prêts à sacrifier New York pour Tallinn? Et que se passerait-il le lendemain si la Russie décidait de riposter en frappant, disons, des usines allemandes
des centres logistiques ou même la Lettonie. Parce que j'ai récemment parlé avec le professeur Mearsheimer, qui disait douter sérieusement que les États-Unis soient prêts à se battre et à mourir pour les pays baltes. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien la fin de l'OTAN, non? En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? What's keeping you up at night, I guess is what I'm asking. Well, I think this is an extremely dangerous situation. Eh bien, je pense que c'est une situation extrêmement dangereuse, parce que nous sommes dans un contexte où les Ukrainiens aimeraient en réalité que l'OTAN soit directement entraînée dans cette guerre contre la Russie. Pour eux, c'est la meilleure chance de pouvoir l'emporter, d'une manière ou d'une autre, sur le champ de bataille. En face à face, la Russie contre l'Ukraine, l'Ukraine est en position de net désavantage. Plus l'OTAN s'implique, plus ces avantages russes sont réduits. Et le meilleur scénario possible pour l'Ukraine, ce serait que les forces de l'OTAN combattent directement la Russie. Donc, ils aimeraient provoquer un incident qui amènerait l'OTAN à une confrontation militaire avec la Russie. Les Russes le savent, du moins Poutine comprend très bien le jeu qui se joue ici. Il sait qu'on essaye de le pousser à une réaction excessive. Il comprend les conséquences d'une confrontation directe avec l'OTAN. Et il ne veut pas aller jusque-là. The problem is the provocations are getting more severe over time. And you mentioned going after... Et vous avez mentionné le fait de s'en prendre à l'un des piliers de la triade nucléaire russe. C'est quelque chose d'extrêmement provocateur. Cela touche directement au cœur de la capacité de riposte nucléaire de la Russie. Tendre l'autre joue, dans ce contexte, c'est très dangereux, parce que cela donne à l'Europe, à l'Ukraine et aux États-Unis l'impression que la Russie ne réagira tout simplement pas, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et que les Russes vont juste serrer les dents et supporter. Poutine le comprend aussi, et il y a beaucoup de gens à Moscou qui lui disent « Tu ne peux pas continuer à ignorer ça. » Voilà. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les Russes sont devenus de plus en plus bruyants, de plus en plus démonstratifs, pour faire passer un message à l'Ukraine, à l'Europe et aux États-Unis. Ils ne vont pas simplement continuer à ignorer ces frappes en profondeur sur leur territoire. Ils vont devoir riposter. C'est pour ça qu'on a reçu ces messages sur ce dont les Russes sont capables. Poutine est même entré dans pas mal de détails en public, en disant « Voilà ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas encore vraiment utilisé toutes leurs capacités. Ils les développent, mais à un moment donné, ils pourraient bien devoir s'en servir. » Je pense que c'est pour cette raison que le service de renseignement extérieur de la Russie a lancé un avertissement aussi sévère au sujet de l'implication de la Lettonie dans ses frappes de drones contre la Russie, en menaçant explicitement d'attaquer les installations lettonnes impliquées dans ces opérations. À mon avis, ce que les Russes essayent de faire, c'est d'envoyer un message avant tout à Washington. Ce message, c'est « Tenez les Ukrainiens et les Européens en laisse. Assurez-vous qu'ils ne continuent pas dans cette voie, parce que s'ils le font, nous serons obligés de riposter. Et ce n'est pas ce que nous voulons. » Pour l'instant, je pense que le message a été entendu, en tout cas à Washington. Nous reprenons contact avec le processus de paix. Je suis sûr que vous avez remarqué que le président Trump a déclaré publiquement et très clairement que maintenant qu'on laisse l'Iran derrière nous, il veut se concentrer plus sérieusement sur le processus de paix en Ukraine. Donc on relance notre engagement dans ce dossier. Steve Witkoff et Jared Kushner vont se rendre à Moscou. C'est ce qui a été annoncé. Je pense que tout ça va dans le bon sens. Ça augmente les chances que les États-Unis puissent gérer ce genre de situation. Mais la dernière chose qu'on veut avoir à faire quand on travaille au Conseil de sécurité nationale, c'est d'envoyer une note en haut de la chaîne en disant « Monsieur le Président, les Russes ont frappé un territoire de l'OTAN et la Lettonie ou un autre pays a invoqué l'article 5. Et là, on se retrouverait face à un choix difficile.
So we're going to be faced with a choice. Do we, in fact, Est-ce qu'on irait vraiment en guerre contre la Russie pour ça, pour défendre notre allié de l'OTAN et montrer que l'article 5 est toujours valable? Ou bien est-ce qu'on dirait aux Lettons ou à d'autres, tant pis pour vous, vous n'auriez pas dû provoquer l'ours? Bonne chance, mais c'est votre problème, pas le nôtre. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. En gros, il faut choisir entre une guerre avec la Russie, qui pourrait très bien devenir nucléaire, ou affaiblir l'alliance de l'OTAN elle-même. C'est un choix terrible à devoir faire. Je pense donc qu'il est vraiment dans l'intérêt des États-Unis de s'engager diplomatiquement, de mettre fin à cette guerre et d'éviter d'avoir un jour à faire face à ce genre de décision. Parce que franchement, je ne sais pas comment ça se terminerait. Et quiconque prétend le savoir est sans doute trop sûr de lui. C'est une décision très douloureuse.